Bonjour, merci de vous joindre à nous pour ce panel de discussion sur les défis de la main-d'œuvre présenté par l'École d'entrepreneurship de Beauce. Merci de prendre votre heure du midi pour être avec nous. Avant de débuter, n'hésitez pas, en attendant que tout le monde se branche, à écrire dans le chat votre entreprise, la région dont vous nous écoutez. Puis s'il y a des entrepreneurs athlètes, des entrepreneurs entraîneurs de l'EEB, c'est toujours super le fun de savoir que vous êtes avec nous. Alors écrivez-nous votre cohorte dans le chat. On veut savoir que vous êtes là. Alors, les salaires, les horaires flexibles, le télétravail, ce sont de bons avantages. Les tables de billard, les cocktails, oui, peut-être. Mais ce qui importe davantage pour retenir ou attirer la main-d'œuvre, c'est quoi, selon vous? Hein? Je me présente, Laurie Bélanger, je fais partie de l'équipe du rayonnement de l'École d'entrepreneurship de Beauce depuis 5 ans. C'est un plaisir de vous retrouver ce midi. Sous peu, 6 entrepreneurs vont se joindre à moi pour échanger sur l'enjeu de la main-d'œuvre. Alors, Caroline Dejaham, PDG du groupe DMV, Julie et Emmanuel Rainville, coprésidente de Fraco, François Saint-Laurent, président de Ludic Candy Designer et Canju, Albert Danvu, président et directeur général de Mirego, et Samuel Benny, franchisé de Benny & Co. L'École d'entrepreneurship de Beauce, ou l'EEB pour les intimes, est une école par et pour les entrepreneurs qui, depuis 12 ans, met tout en place pour favoriser les échanges entre entrepreneurs. C'est un lieu de réflexion stratégique qui vise l'innovation et la croissance pour favoriser la pérennité des entreprises. Jusqu'à maintenant, ce sont près de 1000 entrepreneurs qui sont passés par l'un ou l'autre de nos programmes, Élite ou Émergence, et 150 entrepreneurs, entraîneurs qui viennent partager leur expérience. Ce sont aussi des milliers de gens d'affaires qui sont passés dans l'une ou l'autre de nos formations. Quand on dit par et pour les entrepreneurs, dans notre langage à l'école, nos professeurs qui sont bénévoles et qui viennent donner de leur temps sont nos entrepreneurs-entraîneurs et nos étudiants, nos entrepreneurs athlètes. Donc, l'expérience des premiers sert de levier au succès des autres. Ce webinaire est offert dans le même esprit qu'on travaille à l'école. On vous propose de vivre une petite dose de l'EEB, surtout une rencontre inspirante avec des entrepreneurs qui sont passés par l'école puis qui ont envie de redonner aux suivants et de partager leur expérience. Alors, ce midi, ils vont discuter de leurs meilleures stratégies, de leurs solutions pour survivre à la pénurie de main-d'œuvre et surtout garder leurs équipes engagées. Merci à nos grands partenaires, la Banque nationale des jardins et le ministère de l'Économie, des sciences et de l'Innovation, grâce à qui ce webinaire est rendu possible. Je vous encourage vraiment à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse y répondre si possible à la fin. Alors, sans plus attendre, ça me fait plaisir de vous présenter 6 entrepreneurs de secteurs d'activités différentes, 6 entrepreneurs qui n'ont peut-être pas de recette magique, mais qui ont vécu tout de même quelques succès et probablement des échecs au niveau de leurs ressources humaines, mais surtout qui ont envie de réfléchir à cet enjeu-là, à un enjeu d'extrême actualité. Alors, bonjour et bienvenue à vous, chers invités, c'est votre signal. Bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous. Tout le monde est branché. Il y en a qui vont apparaître. Bonjour. Bonjour, bonjour. Super. Merci d'être là. Écoutez, sans plus attendre, je propose qu'on commence par un petit tour de table. J'aimerais, si possible, que vous vous présentiez votre entreprise. Et pour briser la glace, pourquoi pas nous parler brièvement de votre principal enjeu actuel dans votre entreprise, là, votre principal enjeu au niveau de la main-d'œuvre, c'est quoi? Alors, je commence, Caroline Dejaham. Bonjour. Bonjour. Ben, très heureuse d'être avec vous. Vous êtes si nombreux, ça me faisait plaisir de voir toutes les entreprises défiler. Félicitations. Moi, je suis PDG du groupe DMV. On offre dans les services vétérinaires. On regroupe 550 employés, principalement dans la province de Québec. On a un centre de référence, par contre, dans la ville d'Ottawa aussi. Mais la majorité de nos activités se trouvent dans la province de Québec. Fait qu'on allie centre de référence et cliniques de quartier qui font de la pratique générale. Donc, c'est un peu ça. Le principal enjeu actuellement, c'est celui de tout le monde, c'est des pénuries de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre dans le domaine professionnel de la santé animale, on en a depuis longtemps. En fait, depuis plusieurs années, on ne gradue pas suffisamment de finissants pour combler les départs à la retraite. Ça, c'est pour les vétérinaires. Les techniciens en santé animale, la situation est à peu près identique. Donc, mais à cela, on a rajouté la pénurie de main-d'œuvre
devenu un enjeu qui était non plus restreint à une couple de professions, mais globalement à toute l'entreprise. Alors, c'est sur ça qu'on travaille depuis 2 ans. Merci d'avoir accepté l'invitation. Julie et Emmanuelle Rainville, coprésidentes de Fraco. Bonjour, les filles. Bonjour. Bonjour Laurie, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, parlez-nous un petit peu de Fraco, oui, puis de Oui. votre principal enjeu. Donc, Emmanuel et moi, on est juste pour placer les choses, on est en coprésidence chez Fraco. Donc, Fraco, c'est 160 employés divisés entre le Canada et les États-Unis. On est fabricant, on fabrique des plateformes de travail et des élévateurs de chantier. Et puis, on distribue nos produits à travers un réseau de distribution nord-américain principalement. Et on a aussi des succursales de location et une usine en Espagne. Donc, on a des enjeux internes et externes. Puis c'est un peu comme ça qu'Emmanuel et moi, on se divise le travail. Pour commencer avec l'enjeu, parce que je m'occupe plus de l'externe de chez Fraco. Donc, le principal enjeu à l'externe, c'est vraiment après 2 ans et demi de contexte de pandémie où on n'a pas vu notre monde, c'est de les rallier, de les garder autour de la culture d'entreprise. Ce qu'on trouve, c'est que ça a créé cette période-là où on ne s'est pas beaucoup vu, pratiquement pas, a créé un fossé qui fait que là, on entend plus le vous et le nous entre nos employés américains et européens puis ici. Puis c'est de recommencer à se voir, de les ramener dans le contexte autour d'une même table et de recréer cette culture commune-là. Puis je dirais qu'à l'interne, chez Fraco, la pandémie, ça s'est traduit par une décroissance, contrairement à plusieurs autres entreprises. Puis je dirais que dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre où il y a des opportunités d'emploi à peu près partout, c'est un défi pour nous de garder notre main-d'œuvre. Dans la décroissance, on a dû en laisser aller plusieurs, mais ceux qu'on a gardés avec nous, c'est important pour nous de les garder. Ça a été et c'est toujours un enjeu de garder notre main-d'œuvre mobilisée avec nous malgré le climat d'insécurité. Merci les filles. François Saint-Laurent. Bonjour François. Salut Larry. Bonjour à tous. François Saint-Laurent, président de la compagnie Ludic et Kenjou. Nous, on est une entreprise où on fait de l'import. On importe de la confiserie d'un peu partout en Europe et en Amérique, aux États-Unis principalement. On fait de la distribution à travers le Canada. On a également un réseau de magasins. On a 9 succursales à travers le Québec. Notre principal enjeu, nous, sur notre côté, demeure aussi au niveau de la main-d'œuvre. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour être capable de rester compétitif? Comment est-ce qu'on peut demeurer compétitif sur le marché avec toutes les grandes entreprises autour de nous qui augmentent des salaires? Les salaires, ça vient d'un enjeu assez compétitif. C'est même fou des fois. Comment on fait pour être capable de garder nos employés puis de les payer un salaire équitable puis qui vont leur rendre une qualité de vie ou un bien-être à l'extérieur de l'entreprise? C'est notre principal défi en ce moment, puis on est en train de mettre des solutions en place là, pour contrer ça. Merci François. Bonjour Albert. Bonjour. C'est lumineux chez vous? Oui, j'étais à un des chalets de Mirego, justement. C'est pas chez cool. moi. Mais au fond, coprésident de Mirego et aussi coprésident de Premier Tech Digital, maintenant qu'on fait partie de notre famille Premier Tech. Au fond, Mirego, on a des entreprises au niveau de la stratégie et du développement de produits numériques. Depuis 15 ans, on a développé plus de 350 produits numériques pour des clients que vous connaissez sûrement comme Bell, le Canadien de Montréal, BRP, IGA et bien d'autres. C'est 175 personnes au Québec et notre principal défi, je vous dirais, c'est avec le côté numérique que tout le monde travaille de plus en plus à distance, c'est voir comment on crée une expérience hybride qui est intéressante. Parce que les gens, si tout le monde est au bureau ou si tout le monde est à distance, c'est facile d'organiser des activités, des rassemblements ou des choses, des communications qui fonctionnent bien. Mais quand il y a une partie à distance, une partie sur place, la communication est un peu non optimale pour tout le monde. Merci Albert. Bien hâte d'en discuter un petit peu plus tard. Samuel Béni. Bonjour Samuel. Bonjour, donc Samuel Béné des restaurants Béné et Compagnie. Je suis franchisé, donc Béné et Compagnie, il y a 72 restaurants principalement au Québec qui appartiennent tous à la famille Béné. Je suis copropriétaire de 7 d'entre eux avec mon frère. Et donc, on travaille beaucoup avec des jeunes. On est dans la restauration rapide.
Puis mon principal enjeu, ben, une fois passé le fait qu'il y a moins d'employés de disponibles, c'est plus difficile le recrutement, c'est qu'à chacun des quarts de travail, donc les 2 quarts de midi, soir, 7 jours par semaine, pour chacune des 7 succursales, je suis pas mal toujours à 1 ou 2 employés absents ou juste non disponibles d'avoir des bris de service. Donc, soit de ne pas être en mesure d'ouvrir un de nos services ou soit de ne pas offrir le service ou la rapidité que les gens s'attendent. Donc, ça met un stress constant, pas mal permanent, je dirais, parce qu'il faut s'assurer qu'on a notre monde et que notre monde rentre de façon presque toujours. Donc, pour nous, c'est le principal défi présentement. Là. Merci tout le monde pour ce rapide tour de table. À l'école, souvent, quand les entrepreneurs viennent en entrevue pour un ou l'autre de nos programmes, on remarque qu'un de leurs possibles mauvais réflexes, c'est d'avoir du mal à identifier les bons enjeux puis de mettre en place des solutions pour ces enjeux-là précis. Alors, je vous donne un exemple quand on parle de vision ou de valeur. Alors, j'aurais le goût de vous demander peut-être pour débuter, quand on parle de valeur, parce que je vous connais un petit peu tout le monde, je sais que c'est important pour vous, j'aimerais ça qu'on parle pourquoi c'est important nos valeurs quand on parle de main-d'œuvre. Comment ça vous touche, ça? Peut-être on pourrait commencer par Albert, si tu veux. Nous, ça a tout le temps été une préoccupation d'avoir des gens alignés et qui partagent nos valeurs parce que, inévitablement, si on a des valeurs qui nous ressemblent, nous, en tant que personnes, mais aussi que ce soit nous et les candidats et les clients et autres, bien, ça fait en sorte qu'on crée des relations long terme. Puis ce côté-là, pour nous, ça a tout le temps été comment on bâtit une business à long terme, comment on crée des liens à long terme. Fait que par rapport à la main-d'œuvre, évidemment, si on partage les mêmes valeurs que les autres personnes, bien, la relation va être meilleure parce qu'on va avoir des meilleures affinités. Fait que ça a toujours été important depuis le jour 1, nous, de définir les valeurs. C'est quoi les comportements qu'on encourage par rapport à chacune des valeurs, puis les comportements qu'on apprécie moins pour justement aligner, que ce soit nos processus de recrutement, que ce soit les décisions, que toute autre chose qui se passe dans l'entreprise soit liée aux valeurs. Puis tantôt, Albert, tu parlais de l'impact que les défis plutôt que le travail hybride amène dans ton organisation. Est-ce que c'est quoi l'impact que ça a eu sur votre nous, sur vos valeurs, sur vraiment là, la définition que vous vous donnez comme équipe? C'est quoi les impacts que tu as vus de ça? C'est une très bonne question parce que en bout de ligne, les valeurs, ça se partage quand oui, dans une fenêtre en Zoom ou autre, tu peux connaître des gens, mais tu ne crées pas des amitiés nécessairement par Zoom. Puis quand tu crées des amitiés, c'est là que tu partages, que ce soit des valeurs, une ou une autre, tes vies un peu plus. Que ce soit quand tu as un moment avec des personnes, tu jases de d'autres choses que le de travail ou dans un meeting, que tu passes de 0 à 1. C'est très transactionnel quand on est à distance. Fait que le défi, je pense pour nous, puis pour la plupart des compagnies qui sont à distance, c'est de créer cette amitié-là, un lien qui n'est pas juste un lien de travail, c'est un lien d'amitié, un lien de valeur, un lien qu'on veut bâtir des choses à long terme. Puis le fait qu'on est à distance, c'est difficile de faire véhiculer les valeurs. C'est quoi qui est important pour nous, là. Samuel, dans ton organisation, tu disais que tu avais beaucoup de jeunes travailleurs. C'est quoi les défis que ça apporte pour toi? Comment tu fais pour faire descendre ça, ces valeurs-là sur le plancher pour que ça se vive au quotidien? Bien, j'invente rien, là, mais je pense que la meilleure façon, puis la seule qui fonctionne de façon durable, c'est de les vivre, donc de les faire réellement, de montrer l'exemple. Donc, à chacun de nos postes, puis selon chacun des choses qu'on peut faire. Mais c'est sûr que si moi, je passe dans un des restaurants, qui sont dans le trouble, il leur manque quelqu'un sur ce corps de travail-là, puis que je ne sais pas quoi, parce que je ne suis pas habillé de la bonne façon pour aller travailler, je ne les aide pas, puis on va faire d'autres choses dans le bureau, ben c'est sûr que je pars mal avec, après ça, quand je vais leur dire, laissez pas vos coéquipiers tomber, quand vous ne rentrez pas, ça pose un problème. Fait ça parle bien plus que, puis évidemment, il faut les faire, il faut les écrire, nos valeurs, il faut que ça soit communiqué, mais quand quelqu'un va donner l'exemple de cette façon-là, fait que moi, je vais arriver, puis je vais y aller, puis qu'est-ce que tu veux, je vais nettoyer ma chemise s'il y a de la graisse dessus, ben ça parle bien plus que n'importe de quoi d'autre. Ça, c'est dans mon cas à moi, parce que moi, c'est ça que je fais, visiter des restaurants, mais dans le cas de mes gestionnaires qui sont là, c'est d'autres choses qu'ils peuvent faire, c'est d'aller donner ce petit coup de pouce-là, c'est de rester un petit peu plus pour être sûr que tout le monde passe
plus belle soirée parce que ça a rushé puis ils vont finir tard le ménage. Tu sais, fait que on leur demande, on le fait et on demande à tous ceux tous les gestionnaires de prêcher par l'exemple. C'est la façon qui a marché le plus depuis le temps, là, par essai-erreur, avec tout ce qu'on a fait. C'est la chose qui fonctionne le plus. Fait que c'est ça qu'on essaie de prôner au maximum. Emmanuel et Julie, avec des équipes au Canada, aux États-Unis, puis je sais que c'est très important, vous êtes des filles de cœur pour vous connaître un tantinet. Parlez-nous de l'importance de ça pour les valeurs, puis c'est quoi le lien avec votre main-d'œuvre? Comment vous faites pour garder vos équipes? Donc, OK, mais je vais commencer. Peut-être quand on parle de valeurs, je pense que la première chose à faire, c'est d'être en mesure d'identifier ses propres valeurs comme chef. Parce que pour être en ligne avec nos valeurs, il faut qu'on soit un peu la mascotte de ces valeurs-là, puis qu'on les représente. Donc, dans notre cas, c'est ce qu'on a fait. Puis, je vais dans le sens d'Albert quand il dit on doit partager ces valeurs-là avec les gens qu'on embauche parce que quand on partage, dans le fond, si on veut devenir une équipe forte, une famille, nous on appelle ça une famille chez Fraco, quand on a les mêmes croyances, les mêmes intérêts, ça va beaucoup mieux de rallier les troupes vers les mêmes choses. Puis pour ce qui est à distance, je vais laisser Julie continuer. Bien, en fait, je le ramènerais vraiment autour de la famille. C'est-à-dire que ça ne peut pas être... En travaillant à l'étranger avec des gens qui ont des idées politiques aussi différentes, un mode de vie aussi différent, c'est sûr qu'on se ramène vraiment à l'essentiel. C'est plus, c'est pour ça que c'est plus dans la connexion du cœur, c'est plus dans l'idée de l'appartenance à la famille Fraco. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille parce qu'on ne peut pas rallier, on ne peut pas choisir les gens en fonction de leur idéologie, de leur croyance, de leur... Fait que c'est une espèce de melting pot. Il y a des grandes valeurs qui sont très, très importantes pour nous, qui sont le respect, qui sont l'engagement, qui doivent transcender tous ces gens-là. Mais au bout de la ligne, c'est sûr que c'est fait de couches multiples, je dirais. C'est pas clair, là, mais tu sais, il y a comme... c'est des grandes valeurs qui transcendent un groupe, qui ont des valeurs différentes puis qui ont des sentiments d'appartenance différents. Puis en fait, dans nos valeurs, on a l'amour, on a l'ouverture vers l'autre. Donc, je pense qu'à travers ça, on est capable d'avoir des idéologies différentes, mais les mêmes valeurs profondes. Donc, d'être ouvert avec les gens, de pouvoir avoir des discussions variées, même si on ne partage pas les mêmes opinions. Et de notre côté, on est toujours en transparence, mais la transparence aussi, c'est une de nos valeurs, ce qui fait qu'il y a les bons côtés et les mauvais côtés. L'équipe connaît toujours l'exacte situation de l'entreprise. Donc, on est en transparence complète au niveau des résultats financiers de l'entreprise, au niveau des budgets, au niveau des salaires, et ça crée une proximité et une relation de confiance avec les gens. François, est-ce que tu as envie de rebondir un petit peu là-dessus puis de nous parler pourquoi les valeurs chez Kanju, c'est important puis comment ça se vit? Comment tu fais pour les faire descendre dans ton équipe? Certains, les valeurs, comme un peu ce qu'on vient de dire avec les autres entrepreneurs, c'est le cœur de l'entreprise. Si tu n'as pas de valeur dans l'entreprise, je pense qu'il n'y a pas de corps dans l'entreprise. C'est essentiel d'avoir ça. Puis c'est important. Puis j'irais même jusqu'à dire que c'est pas juste de prendre les valeurs et de les écrire sur un mur. D'écrire les valeurs sur un mur puis de ne pas en parler puis que les gens le voient, mais qu'on n'en jase pas, ça mène nulle part puis tu n'auras pas de résultat. Il n'y a pas une semaine dans l'organisation où notre équipe de direction ou même les employés, les équipes avec son directeur, où on ne parle pas des valeurs. Les décisions qu'on prend régulièrement, les discussions qu'on a, les meetings qu'on a, on valide si la direction qu'on prend est basée sur la vision et les valeurs de l'entreprise. C'est primordial de faire ça. Tu sais, je raconte un exemple. Nous, je me suis planté. Tu sais, nous, on parle beaucoup de l'autobus dans l'organisation. L'autobus, on embauche des employés. Vous savez, on embauche des employés. Régulièrement, les entreprises embauchent sur le savoir-faire et on congédie sur le savoir-être. Oui. Donc, on embauche sur le savoir-être et la formation, on donnera du savoir-faire à nos employés.
Mais si on les embauche sur les valeurs, c'est beaucoup plus facile de les former que l'inverse. Nous, on appelle l'autobus dans l'organisation. On rentre dans l'autobus, puis l'autobus a une vision, a une destination. Fait que quand tu t'assois dans un siège de notre organisation, tu es embauché pour un rôle et responsabilités avec les valeurs, tout ça. Puis souvent, les discussions qu'on a avec les employés à l'interne, puis il faut aller jusqu'à là, avoir des discussions honnêtes, des discussions franches. Si le leader n'est pas intègre, si le leader ne vit pas réellement ses valeurs, les gens, les employés vont s'en rendre compte, puis ils vont avoir la difficulté à suivre le leader. Nous, on a eu une expérience où on s'est planté. En fait, on respecte nos valeurs dans l'organisation. On a un poste de direction qui est en place, puis la personne prétend vivre les valeurs avec nous, mais en discutant à tous les semaines des valeurs, veut pas, à un moment donné, cette personne-là est devenue inconfortable, puis on a dû arrêter l'autobus puis la faire descendre de l'organisation. Même si on est en pénurie de main-d'œuvre, même si ça nous met dans le trouble, on se devait de laisser partir cet individu-là pour faire respecter les valeurs. Si dans l'organisation, on ne respecte pas les valeurs ou on laisse des gens un peu pas suivre cette tendance-là, c'est quoi le signal qu'on envoie à l'ensemble des employés? Donc, c'est crucial de faire respecter les valeurs dans l'organisation. C'est intéressant ce que tu dis, François, puis j'aurais le goût de te demander comment, qu'est-ce que tu as mis en place pour je ne vais pas dire les évaluer, mais qu'est-ce que tu fais pour savoir si un nouvel employé a les mêmes valeurs que toi ou est aligné avec tes valeurs? Puis Caroline aussi, j'aimerais ça que tu rebondisses là-dessus. Qu'est-ce qu'on met en place comme chef dans son organisation pour pouvoir mesurer ça? C'est pas facile à mesurer quand même. Tout à fait, mais si tu parles avec le cœur, si tu étais un lit tête cœur et que tu parles avec le cœur, c'est tellement facile d'aller là. C'est tellement facile parce que tu vas même te rendre compte si l'employé est à l'aise ou pas d'aller jouer dans ces valeurs-là. Puis il faut savoir qu'en tant que leader, il ne faut pas avoir peur de lever la main et de demander de l'aide. C'est crucial. Fait que nous, on fait affaire aussi, on a pris des coachs de vie à l'EEB qui nous aident puis qu'on offre des rencontres avec nos gestionnaires pour nous aider à les amener dans cet aspect-là. On a un directeur qu'on a inscrit à la Maison des leaders, meilleur humain, meilleur leader. Fait qu'on va chercher de l'aide. Mais je pense que la meilleure solution pour nous, pour notre organisation en ce moment, c'est des discussions ponctuelles à toutes les semaines qu'on a là-dessus. D'aller vraiment dans la profondeur des discussions, pas juste en surface. Caroline, je sais que tu as des défis aussi. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs pour combler. Tu recrutes à l'étranger. Comment ça se fait, ce... Bon, enfin, mis à part tous les enjeux de paperasse d'immigration et autres, là, mais mettons, on n'a pas de test screening, tu fais-tu avec les valeurs ou pas. Moi, je pense que ça passe beaucoup par la gestion. On met en place un système de ce qu'on appelle de partenaires RH qui accompagnent les gestionnaires pour être sûr que les gestionnaires sont bien outillés, bien équipés, justement pour faire vivre ça, les véhiculer, parce que dans le fond, c'est eux qui sont la première ligne là, avec les employés, parce que moi, je crois il n'y a pas de test qui se passe, tu fais-tu avec les valeurs ou tu ne fais pas avec les valeurs quand tu rentres. Là. Et après ça, c'est vraiment au travers des gestionnaires de première ligne que ça va se faire, les gestionnaires de premier niveau. Fait que c'est important que ce soit bien outillé, bien équipé. Puis on a une question dans le chat, puis je vais l'utiliser un petit peu. Ça a été mentionné au début là, par rapport à la compétition des salaires qui devenait un réel enjeu. Est-ce que vous pensez, puis je vous invite à y répondre là, spontanément, est-ce que vous pensez que les valeurs c'est quoi la relation entre les valeurs et le salaire? Qu'est-ce qui est le plus important? Est-ce que... Les deux, j'aurais tendance à dire. On fait face, nous, à un phénomène de consolidation dans le secteur vétérinaire. On a des gros fonds financiers, des fonds d'acquisition de cliniques. Là. 30% des cliniques vétérinaires au Québec qui appartiennent maintenant à ces fonds-là consolidés. Puis effectivement, ils ont des poches très, très profondes. Fait que nous, on doit jouer. Ils signent des bonnets de signature de 50 000 par exemple, en ce moment-là. C'est quand même assez énorme. Puis on n'est pas une entreprise qui peut suivre, ou en tout cas qui peut pas suivre dans la durée ce genre de choses-là. Fait qu'il faut nécessairement compétitionner ailleurs. Et ce qu'on remarque, c'est d'aller chercher, c'est sûr qu'il faut que les salaires soit pas non plus qu'il n'y ait pas un trop grand écart, mais d'aller chercher du sens, les aspirations profondes des gens qu'on veut embaucher, que ça réponde à un certain sens pour eux autres aussi. Tu sais, il y a les valeurs, en fait, les valeurs font partie de la culture, mais il y a aussi les convictions d'une entreprise qui font partie de la culture. Et ça, les mettre de l'avant, ces convictions-là, parce que
les valeurs sont complémentaires à ces convictions-là, de les mettre de l'avant, puis de les faire vivre, puis walk the talk, là, que les bottines suivent les babines. Là. Ça aussi, ça va parler aux employés, puis ça peut aider à contrebalancer un peu la flambée des salaires. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose? N'hésitez pas, allez-y, Emmanuel et Julie. En fait, je pense que ce qui fait la grosse, en tout cas dans notre perception, ce qui fait la grosse différence pour les gens, c'est quel est l'impact qu'ils ont dans leur milieu de travail. Comment ils peuvent faire la différence. Les gens ont besoin de sentir qu'ils peuvent faire la différence. Nous aussi, on fait face à de la consolidation de marché. On a des grands joueurs autour de nous, puis souvent, les gens sont prêts à avoir une diminution de salaire pour avoir un projet, pour avoir accès, en fait, aux gestionnaires, entre guillemets, pour travailler avec les décideurs, pour sentir qu'ils ont un impact. On voit ça, nous aussi, exact. Là. Oui, qui ont sentir qu'ils ont un impact sur leur quotidien, sur les équipes, que ce n'est pas un gros bateau à virer, qu'on peut prendre des décisions, changer de cap, s'adapter. Fait que ça, je pense que c'est un gros avantage qu'on a, en tout cas. Oui, puis je pense aussi que c'est un tout, comme disait Caroline, c'est-à-dire qu'on s'assure d'être compétitif au niveau des salaires, mais il y a une limite dans la consolidation des marchés. Il y a plusieurs compétiteurs de notre côté qui ont été achetés par des géants américains. Il y a une limite où on ne peut pas aller. Par contre, on a la force d'être une entreprise familiale, une entreprise à taille humaine. Donc, les gens ont vraiment pas l'impression, ils ont un plus gros impact et ce qu'ils font a des résultats directs. Et ça, les gens ont besoin de ça. Juste pour boucler la boucle, pour passer au sujet suivant, j'ai une question qui est plus pour toi, Samuel, si tu veux, concernant les salaires. Comment ça se vit dans la restauration, cette concurrence-là? Je l'ai vu passer, c'est ça, pour ça que je voulais parler. Donc, effectivement, il y a une surenchère parce que, comme je disais tantôt, c'est des bris de service. Fait que c'est d'ouvrir ou pas. Fait que c'est sûr qu'il y en a qui vont faire des pieds et des mains, il n'y aura comme pas de limite. Nous, un des éléments qui nous a beaucoup aidé, c'est l'implantation du partage de pourboire là, qui fait, on entend beaucoup parler par les temps qui courent. C'est une zone un peu grise, éventuellement, ça sera statué plus officiellement là, par les gouvernements. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui est toléré dans la restauration, puis que nous, ça l'a aidé. Puis ce que j'aime beaucoup de cet aspect-là, c'est que ça ramène justement à l'esprit d'équipe de tout le monde travaille dans la même direction parce que ce qui génère des pourboires plus élevés, c'est l'ensemble de l'œuvre et non pas juste le sourire de la serveuse ou à quel point elle était gentille. Donc ça nous a quand même aidé à rester compétitif, mais on est très compétitif, mais je ne peux pas dire qu'on a les salaires, qu'on a les meilleurs salaires de l'industrie. Là. Il y a quelqu'un qui ça arrive régulièrement, qu'il y a des employés qui vont venir nous voir et qui vont dire là, je m'en irais, tel restaurant, il m'offre, je ne sais pas, 22$ parce qu'il n'y a pas le choix, il ça où il ferme. Puis il ne faut pas avoir peur, je pense, de le tester. Ça. C'est-à-dire que des fois, c'est une grosse perte, c'est un gros morceau pour nous, puis ça nous met dans le trouble, puis on n'a pas le goût de dire oui, la solution facile serait de dire ben je vais l'accoter, puis là, tu génères de l'inéquité, puis là, ça génère d'autres problèmes. Ce qu'on essaie d'avoir pour ramener ces gens-là, puis ça fonctionne quand même souvent, c'est vraiment le plaisir au travail. C'est l'esprit d'équipe, puis comment est-ce que les gens ont du plaisir à venir travailler. Puis de ces gens-là qui vont partir pour un salaire, pas toujours, mais ça arrive, c'est arrivé à plusieurs reprises que ces gens-là sont revenus par après pour nous demander « Ouais, finalement, j'ai essayé, mais puis oui, c'était plus payant, mais je m'ennuie de, je sais pas quoi, de la gang, de l'ambiance, de comment ça se passe, des heures, des horaires plus flexibles, de tout l'à côté. » Puis là, tu as des méchants bons ambassadeurs. Là, ces gens-là, ils vont parler à tout le monde de « Oh, ben, vas-y ailleurs, voir si ça te tente. » Je te le dis, on est mieux qu'on pense. Souvent, c'est leur première expérience ou leur deuxième. Ils n'en ont pas fait 12 restaurants. C'est surtout les jeunes là, qui viennent travailler chez nous. Donc, c'est ça. On en laisse partir des fois pour des raisons salariales, surtout pour... Moi, c'est très, très important pour moi. Il faut demeurer équitable. Je pourrais, sans en parler à personne, à côté du salaire, mais c'est parce que là, pour moi, ça touche l'intégrité, puis ça, je ne suis pas prêt à aller là. Puis, de toute façon, c'est juste une bombe à retardement. Éventuellement, il y a des affaires qui se servent, puis là, ben, tu es prêt avec une patate chaude. Je sens, on reçoit des... Oui, vas-y, François. J'aimerais amener un dernier point sur le sujet. Oui, on parle des hausses salariales, mais quand on revient un peu à la culture, la vision, la mission puis les valeurs,
l'importance de mettre là-dessus. Dernièrement, on a fait des embauches. Nous, on parle d'augmentation, mais j'ai embauché des gestionnaires de catégorie A avec des diminutions de salaire. Ils sont venus chez nous avec un salaire moins élevé qu'ailleurs parce qu'ils voulaient vivre la culture, puis ils voulaient vivre ces valeurs-là, puis ils voulaient s'imprégner de ça aussi. D'où la force de mettre beaucoup l'emphase là-dessus dans l'organisation. C'est un excellent point, puis tu fais totalement le pont avec où je voulais vous diriger un petit peu après. Puis il y a des belles questions, il y a beaucoup de questions sur les salaires. Je sens que les gens ont envie d'en entendre parler. Je propose qu'on y revienne à la fin un petit peu, peut-être si on a le temps, mais qu'on se laisse l'opportunité de passer un petit peu à travers nos autres grandes thématiques. François, tu as parlé de la vision, de la mission, puis tout ça. Puis récemment, dans les médias, on a vu l'exemple de Patagonia. Je suppose que la plupart d'entre vous l'avez vu passer. Et Yvon Chouinard. Alors, j'aurais le goût qu'on en parle parce que c'est extrêmement lié avec l'enjeu de main-d'œuvre. Pourquoi, parler du pourquoi de l'entrepreneur, de sa raison d'être, de où il veut aller. Alors, peut-être, Albert, j'aimerais t'entendre sur ce sujet-là de la vision et où tu veux aller avec ton organisation, puis c'est quoi l'impact sur ton équipe? C'est une très bonne question parce que souvent, il y a des compagnies qui ont une mission de bâtir quelque chose, un objet ou le produit livrable est en soi leur mission. Mirego, nous, depuis le début, on a une mission un peu différente, c'est-à-dire on veut bâtir le meilleur endroit où travailler, la meilleure équipe et un monde meilleur. Puis c'est beaucoup ce qui rallie les gens, que ce soit dans l'embauche, que ce soit au fil du temps, etc. Parce que, pour donner un peu plus de détails sur la mission, quand on parle de bâtir la meilleure équipe, c'est d'avoir des gens intéressants, qui veulent se rassembler, qui veulent créer une proximité, puis une proximité humaine qui est intéressante parce que ça crée des amitiés, puis ça crée du long terme. Bâtir le meilleur endroit où travailler, c'est pas des bureaux, c'est un environnement, un écosystème où que les gens vont pouvoir apprendre, vont pouvoir collaborer ensemble, vont pouvoir découvrir de nouvelles choses. Puis bâtir un monde meilleur, c'est d'avoir un impact. On en parlait tantôt plus tôt, puis là, personne l'ont mentionné. Avoir un impact, ça va chercher les gens. Puis quand on parle, pour revenir un peu au salaire, quand on parle d'un ajustement de salaire, c'est sûr que on coche une tâche. Le salaire a été ajusté, fine, j'ai eu ça. Je pense qu'il faut donner des salaires très compétitifs dans le marché, mais mettons, nous, dans le numérique, on ne pourra pas compétitionner contre un Google ou un Apple qui va payer X % de plus à distance, etc. Mais nous, on va pouvoir offrir justement par rapport à la mission d'avoir un impact, d'avoir une proximité, de bâtir le long terme, d'avoir un impact au Québec, de dire qu'au Québec, on est capable de faire quelque chose de différent, d'avoir des produits numériques qui ont un impact à travers le monde, qui touchent des millions d'utilisateurs. C'est ce côté-là qui va rallier les gens, qui est plus émotif qu'administratif, un peu comme critère, comme le salaire. Puis je sais que vous avez mis, Albert, en place quand même beaucoup de choses dans votre organisation pour que vos employés sachent qu'ils ont de l'impact. Veux-tu nous donner quelques exemples? Oui, au fond, une initiative que l'équipe a démarré il y a quelques années, c'est qu'on a parti un projet qu'on appelle le projet Team Power, parce qu'on croit beaucoup que les profits de l'entreprise, on devrait les partager, tout ça. Fait que pour chaque personne de l'équipe, on donne 500 $ qu'ils peuvent donner aux organismes à but non lucratif de leur choix. Puis au lieu de juste dire, OK, à qui tu veux le donner, l'équipe a créé une plateforme de façon bénévole pour que chacun puisse choisir, OK, moi, j'aime mieux donner, je sais pas moi, au cancer ou au support familial ou à prévention du suicide. Le 500 $, ils peuvent décider en tranche de 1 $, 5 $, 10, 100, 500, peu importe, chaque personne via la plateforme. Puis c'est Mirego qui fait le don à la fin de l'année. Fait que ce projet-là a suscité beaucoup d'intérêt à l'interne au point qu'on a créé une fondation, une OBNL qui opère, qui détient cette entité-là, puis cette technologie-là, puis qu'on a ouvert aux entreprises qui veulent donner une partie de leur profit ou juste faire donner à chaque dollar que l'entreprise donne, à chaque dollar qu'un équipier donne, l'entreprise donne $1. Fait que l'objectif de cette fondation-là, c'est d'augmenter le don moyen au Québec. Fait que ça rallie l'équipe à une mission, à un impact qu'on peut faire local, au-delà de faire des applications, des produits que c'est plus un impact pour les entreprises, les employés, les clients et autres. Mais là, on a un impact très concret sur la vie de notre entourage, de la collectivité.
Caroline, qu'est-ce que tu as mis en place, toi, pour tes équipes, pour qu'elles sentent qu'elles ont de l'impact? Je sais que tu as un programme de formation qui valorise l'intrapreneurship. Si tu veux nous en parler un petit peu, c'est super intéressant. Ben, la raison d'être du groupe DMV, c'est soutenir l'autonomie des professionnels de la santé animale et l'entrepreneuriat en santé animale aussi. Comme je disais, on essaye de contrebalancer la grosse consolidation. Donc, c'est important, ça fait partie de nos convictions. Fait que, tu sais, comme j'écoutais Albert, je trouvais ça fascinant et ça faisait partie de ses convictions pour un monde meilleur. Donc, mettre cette plateforme-là en place, ça coulait de source. Ben, nous, vu qu'on veut soutenir l'entrepreneuriat, la relève dans le domaine de la santé animale, bon, on a créé un programme qui soutient ça, qui encadre ça, où tous les professionnels, que ce soit des techniciens, des vétérinaires, même des aides-techniciens, enfin, peu importe, les personnels de soutien, ont accès à un programme d'encadrement qui va soutenir, les accompagner, puis leur apprendre les bases de la gestion pour éventuellement devenir propriétaire ou copropriétaire d'établissements vétérinaires pour qu'on puisse perpétuer puis continuer ce type d'entreprise-là au Québec. Fait que ça aussi, c'est en lien avec notre raison d'être dans le groupe DMV, notre mission. Fait que je pense que c'est important d'avoir, tu sais, quand je disais de faire du sens pour eux, fait que si ça leur parle, ça parle pas à tout le monde, c'est pas tout le monde qui a envie mais ceux à qui ça va parler, ben, ultimement, tu vas être capable de les attirer, même si tu payes pas tout à fait autant qu'ils pourraient avoir ailleurs, par exemple, tu sais, parce que tu vas répondre à leurs aspirations profondes. C'est intéressant. Puis il y a une question d'Annie-Elisabeth Gérard, qui est une entrepreneur athlète de l'école d'ailleurs, qui vous demande comment garder les employés attachés à cette vision puis à l'impact concret que vous souhaitez avoir. Comment on les garde attachés à cette vision? Ben, c'est en la vivant le plus possible, en la déclinant de toutes les manières possibles. Puis il y a des bouts, ça se peut aussi que ça corresponde à des gens pendant une période de leur vie, puis que ça leur corresponde plus à un certain moment donné. L'important, c'est de se garder le cap en tant que tel. Puis oui, moi, ce que je souhaite à tous les nouveaux employés, parce que je rencontre tous les nouveaux employés qui rentrent à tous les lundis, et ce que je leur dis, c'est quel que soit le bout de chemin que vous allez faire avec nous, c'est important que vous vous épanouissiez au sein de ça. Parce que tant que vous allez vous y épanouir, vous allez être heureux, puis une entreprise qui va bien, ben faites de gens heureux finalement. Tu sais. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait rebondir? Mais c'est important aussi, puis tu sais, ce qu'Albert disait, puis Caroline aussi, mais c'est important aussi au niveau de la mission. Tu sais, nous, on a discuté dernièrement de la mission à l'externe, mais de laisser les employés amener leurs idées dans la mission aussi. Ce n'est pas juste la mission du leader ou du dirigeant, mais d'amener les employés à amener leurs idées dans la mission aussi pour les rendre pas imputables, mais plus impliqués dans cette mission-là de l'entreprise. Là. Albert? Oui, ton point est super bon, François. Je pense que c'est la mission, c'est la direction qu'on veut s'en aller pour bâtir quelque chose, une aspiration commune. Puis, il faut utiliser la créativité de tous et chacun, puis d'être à l'écoute de chacun pour pouvoir bâtir quelque chose. Puis c'est comme ça aussi que on va avoir des discussions de c'est quoi qui est important pour nous en tant que personne, en tant qu'individu, en tant qu'équipe. Puis ça va renforcer les valeurs. Puis je pense que c'est, oui, de l'articuler, oui, de faire des événements, des activités et autres, mais aussi de célébrer quand on réussit des choses, quand on avance vers cet objectif, cette mission-là, de prendre le temps, de prendre du recul, puis de l'articuler à l'équipe, de l'expliquer, puis de le réexpliquer pour que ça soit un renforcement, que les gens soient fiers de ça. Créer cette fierté-là, ça va créer une différence à long terme. Il y a une super bonne question dans le chat. Est-ce que vous offrez tous des avantages sociaux? Puis pensez-vous que c'est un must pour les employés? Moi, j'aurais le goût de faire le pont. Est-ce que les avantages sociaux ou ce qui est tout autour, ce que vous offrez comme employeur, est-ce que c'est aligné avec vos valeurs puis votre mission, cette offre-là? Je peux peut-être commencer de notre côté. C'est sûr que oui. C'est sûr que dans l'industrie du numérique, c'est très compétitif au niveau des avantages sociaux. Mais pour nous, choisir, exemple, qu'on donne 500 $ par personne qui choisissent à quel organisme qui donne via le projet Team Forward, ben, c'est à cause, ça fait partie de nos valeurs de redonner, d'être généreux, tout ça. Fait que, tu sais, ce mindset-là, qui est dans nos façons de faire, ben, on a choisi de donner 500 $ là au lieu de donner 500 $ ailleurs. Puis, de bâtir la meilleure équipe, ben, on donne un budget de formation de 1 000 $ par personne par année. Mais on a choisi de donner ça au lieu de, je sais pas moi, augmenter le salaire de 1 000 $. Fait que c'est un tout en bout de ligne. Dans l'industrie de la construction, les filles, ça ressemble à quoi?
C'est ça, j'allais poursuivre en disant que dans l'entreprise, ici, les valeurs sont beaucoup autour de la famille. On est très présent, très actif auprès des familles de la Montérégie, les familles vulnérables. On est membre d'une association, d'une coopérative qui offre des services. Donc, dans nos avantages sociaux, on a une garderie, pas en milieu de travail, mais presque. Et Les Fracomous, hein, pour ne pas les nommer. Exactement. Donc, c'est les avantages sociaux. Il y a beaucoup d'avantages qui sont tournés vers la famille, les horaires flexibles, les heures. Tout ça, c'est tourné beaucoup autour de la famille, mais il y a aussi, tantôt, il y avait une question par rapport aux valeurs, à la mission, comment garder les gens alignés vers, je pense que c'est de le faire vivre dans le quotidien. Donc, dès qu'on a l'occasion de participer à une levée de fonds pour des enfants, que ce soit avec la DPJ, avec la coop, avec qui on est membre, il y a toujours une place à ça et n'importe qui dans l'entreprise peut amener des idées comme ça. Donc, la mission, les valeurs doivent faire partie du quotidien de l'entreprise et être vécues réellement. Samuel? Oui, ben, je voulais juste dire que par rapport aux avantages sociaux, on parlait d'une industrie où est-ce que c'est très, très compétitif dans les avantages sociaux. Moi, je suis à l'opposé dans une industrie où ça ne se bat pas vraiment ces avantages sociaux, où il y en a pas depuis si longtemps que ça. Puis j'ai envie de dire, pour répondre à la question, est-ce que c'est un must? Ben, oui, je pense que c'est devenu un must. Comme, il faut le faire, mais ça n'apporte pas grand-chose aux employés. Ils s'attendent à avoir ça. C'est comme devenu la base. Il faut avoir ça. Après ça, ce que ça coûte en avantages sociaux, les gens sauraient ça représente quoi comme coût, puis ils préféraient l'avoir en salaire, mais c'est pas ça la question en entrevue, c'est est-ce qu'il y a des avantages sociaux, puis tu veux être en mesure de répondre oui. Fait c'est un must, mais je ne sais pas à quel point c'est. En tout cas, pour mes employés à moi qui sont plus jeunes, peut-être que pour qui c'est peut-être moins important ou valorisé pour eux. Ils pensent qu'ils le veulent, mais à la fin de la ligne, ils ne voulaient peut-être pas tant que ça. Ils l'auraient préféré en chèque, peut-être, mais il faut être en mesure de dire oui à la question quand on s'est fait poser en entrevue. À la question, est-ce que c'est un must? Ben, je pense que oui. J'ajouterais la créativité. Donc, nous, on a été créatifs dans les avantages sociaux cette année parce que les jeunes, justement, avaient des besoins différents. Donc, on s'est tourné vers un programme d'assurance qui était complètement flexible et qui faisait en sorte que l'employé avait une enveloppe budgétaire qu'il pouvait utiliser comme il voulait. Donc, il peut se tourner vers des services psychologiques s'il n'y a pas besoin de médicaments. Et on s'est rendu compte que ça répondait mieux aux besoins des nouveaux employés. À chaque niveau. Comme pour la famille, les gens vont aller vers des services plus spécialisés souvent parce qu'il y a un engorgement dans le système. Fait orthopédagogue, ergothérapeute, tout ça. Mais chez les jeunes, ça peut être des billets de voyage. C'est une assurance médicale, mais ça peut être des billets de voyage, ça peut être le coiffeur. Il y avait des affaires, on était comme wow, mais ce qui fait que ça s'adapte à toutes les tranches d'âge puis les clientèles. C'est ça. Donc, je dirais d'amener une créativité et une flexibilité dans les avantages sociaux qui sont offerts est aussi important, une priorité selon moi présentement. Caroline, dans le recrutement à l'international, ça se traduit comment tout ça? Ah, t'es sur mute, la phrase la plus dit des 2 dernières années. Oui, c'est ça la meilleure phrase. Nous, on va chercher surtout des employés, des gens en Europe, des professionnels de la santé animale en Europe, parce que c'est là où on a le plus de chances d'avoir un diplôme reconnu. Je voyais une des questions, il n'y a pas d'agence. On fait affaire un petit peu à une agence de recrutement européenne, mais qui a aussi des antennes ici au Canada. Mais c'est vraiment une question de cultiver le réseau puis d'y aller. Là. C'est pas, nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis, fait qu'on y va, on s'en fait des représentations dans les universités vétérinaires en France, par exemple. On leur fait des conférences, on essaye de dire comment c'est beau puis c'est le fun de venir travailler au Québec. Ce qui est vrai, puis ils sont contents. Au bout de la ligne, c'est rare qu'ils repartent chez eux quand ils sont venus. Mais c'est un peu ça. Puis après ça, de les aider à l'intégration, qui sentent qu'ils sont épaulés, sont supportés, parce que même si on parle en apparence la même langue, pas tout à fait, c'est pas toujours le cas. Oui. Je pense que Emmanuel et Julie, là, tout le monde se demande c'est quoi cette assurance-là, là, fait que rapidement... Okay. Donc, ça s'appelle Protexio.
et on fait affaire avec un courtier. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les gens peuvent choisir. Donc, s'ils désirent garder le programme d'assurance traditionnel qu'ils avaient avant, ils peuvent le conserver. Et ceux qui désirent switcher vers Protexio, c'est possible aussi. Peut-être, Laurie, je pourrais t'envoyer plus tard les coordonnées pour qu'ils puissent être partagés. Super, on vous ajoutera ça quelque part dans une communication. Écoutez, j'entends tout le monde, puis ce que je retiens, si je peux faire un petit wrap-up de ce qu'on a dit depuis le début, c'est que comment on traite les gens, les humains, qui rendent votre vision possible, c'est vraiment ça qui fait la différence, c'est ce que j'entends. Fait que, tu sais, oui, les salaires, mais surtout comment on les traite. Fait que j'aimerais ça, comme on sait bien le faire à l'école, puis ça bouge beaucoup dans le chat, il y a plein de questions et tout ça, fait que je mets du gaz sur le feu encore plus, mais go! J'aimerais ça que les gens dans le chat, si vous avez envie de partager, parce que c'est ça qu'on fait à l'école, c'est qu'on se met en action puis on réfléchit. Alors, je vous pose la question, comment vous traitez vos gens puis qui rendent votre vision possible? Qu'est-ce que vous faites au quotidien pour que vos gestes soient encore plus cohérents avec vos valeurs puis avec ce que vous voulez créer? Fait que rapidement, si ça vous tente d'échanger dans le chat, ça serait super de vous lire. Fait que je vous mets en action si ça vous dit. On a parlé beaucoup de créativité aussi. Vous avez donné beaucoup d'exemples que vous avez mis, de choses que vous avez mis en place dans vos organisations pour attirer, pour retenir votre main-d'œuvre. Si on fait un petit bilan de la dernière année, ça pourrait être sympathique. Votre meilleur coup RH ou un apprentissage peut-être que vous avez fait puis qui vous a vraiment aidé puis que vous avez envie de partager parce que l'école, c'est ça, c'est partager ses bons coups puis ses moins bons coups. Alors, j'aimerais ça vous lancer là-dessus si ça vous dit. Je ne sais pas qui veut briser la glace. Je peux commencer. Vas-y, Albert. OK, je me lance. C'est classique, là. Je pense que la théorie, les gens le savent, mais garder un employé pas nécessairement dangereusement toxique, mais qu'on sent qu'il ne fit pas parfaitement avec l'équipe, qu'on sent qu'il apporte un peu de négativisme, qu'on sent que pour toutes sortes de raisons qui ne fait pas complètement l'affaire, mais qu'on se dit le timing n'est pas parfait, c'est un peu, on est short un petit peu, on aurait besoin, peut-être ça va être mieux plus tard, on va le tolérer. Ça, je pense que c'est un apprentissage qu'on a fait à la dure avec le temps, mais ça génère toujours des problèmes plus gros, ces boules de neige. À chaque fois, on a plus de pots à ramasser, des pots cassés à ramasser. Quand on pense qu'on n'a pas les moyens de se départir de quelqu'un, je pense qu'il faut avoir le réflexe de réaliser qu'on a encore moins les moyens de le garder. Puis ça, c'est quelque chose comme je dis, qu'on a appris à la dure, mais qu'on essaye qu'on se rappelle régulièrement parce que, tu sais, on apprend de nos échecs. Là, souvent, ça nous marque. Puis souvent, on va avoir des discussions autour de certaines personnes. Puis ça revient régulièrement, c'est de se dire, ouais, mais c'est déjà arrivé qu'on a pensé que c'était une bonne idée d'attendre un meilleur timing. Puis ça n'a pas été si payant que ça. Fait que ça, c'est un échec, mais duquel on sort grandi. Puis je pense que ça peut être pertinent pour bien des gens. Merci, Samuel. Albert, tu avais envie d'y aller? Oui, ben moi, je dirais ce qu'on a appris peut-être dans les 2 dernières années avec la COVID, le travail à distance et tout, c'est continuer puis mettre plus d'énergie sur la proximité, bâtir des liens d'amitié dans l'entreprise et hors travail. Ce qu'on a fait, nous, qui a été un succès fou, je pense, c'est les Miré Clubs, c'est permettre à toute l'équipe de créer des clubs d'activités. Fait que quelqu'un tripe sur la dégustation de vin, ben, il peut créer un club, un Miré Club vin, ou quelqu'un il tripe sur le ski, ben, il crée un Miré Club ski. Puis chacune des activités, ben, Mirego va payer 25 $ par personne, qui est un avantage imposable, mais que ça rassemble le monde. Fait que ça crée des clubs sociaux créés par des membres d'équipe. Fait que ça les amène à bâtir la proximité eux-mêmes au lieu que ce soit le management ou d'autres mondes qui créent ça. Fait que je pense que les Miré Clubs, ça a été notre gros hit de la pandémie. Puis là, ils peuvent faire ça s'ils veulent au chalet de Mirego? Oui, ils peuvent faire ça au chalet, ils peuvent faire ça au bureau, ils peuvent faire ça ailleurs. Il y a toutes sortes d'activités qui se créent. Par exemple, au chalet ici en Mauricie, ben, dans une semaine, il y a le Miré Club Japon. Fait qu'il va y avoir des activités puis de la nourriture par rapport au Japon, des choses comme ça. Fait que les gens utilisent leur créativité pour bâtir une proximité avec les autres membres de l'équipe. Très cool. François? Ben, de notre côté, depuis le BIS, les formations qu'on a vues, nous autres, je pense que le plus beau coup qu'on a fait dans l'organisation, c'est parler avec le cœur.
aller dans ces discussions-là authentiques, vraies, franches. Ça a soudé l'équipe encore plus que jamais. Depuis dernièrement, nous, tu sais, je vois qu'il y a de la décroissance peut-être du côté de Rainville, puis on est tout cœur avec vous, mais nous, on est en hyper-croissance en ce moment. Puis même en hyper-croissance, l'équipe est soudée. On se doit même d'aller voir nos équipes de direction puis leur demander de partir de l'entreprise, d'aller à la maison, se reposer tellement ils sont soudés en ce moment puis qu'ils se donnent corps et âme pour l'organisation. Fait que d'aller jouer dans ces discussions-là, ça a été très, très, très payant pour nous. Merci, François. Caroline? Moi, je pense que, enfin, ce que ça nous a forcé à faire, et puis ça serait ça le bon coup, j'aurais à souligner, c'est de se remettre en question, finalement. Puis c'est une phrase que je dis régulièrement, on ne traversera pas les enjeux d'aujourd'hui avec les solutions d'hier. Maintenant, plus que jamais, fait que c'est de sortir des sentiers battus, aller ailleurs, se donner le droit d'avoir des pilotes, d'essayer de telle affaire. Tu sais. On a plusieurs entreprises, même si c'est une très grosse entreprise au final, fait qu'on essaye, on a des projets pilotes, on a commencé dans une clinique à faire des vacances illimitées payées. Tu sais. Fait que je pense réfléchir à d'autres choses, puis se donner le droit de les essayer dans certains endroits. Puis j'entends beaucoup de ça dans ce que les gens disent, puis ce que je vois écrit dans le chat aussi. Je pense qu'on est tous là, puis je pense que c'est là qu'il faut aller. Absolument. Emmanuelle et Julie? Moi, je dirais définitivement la transparence. On partage tout avec l'équipe. C'est ça fait 20 ans, c'est pas nouveau. Puis c'est vraiment ce qui nous a servi et dans les bons coups et dans les mauvais coups. Parce que dans les 5 dernières années, on a eu une très forte croissance. Là, on a une décroissance, notre deuxième décroissance. Et dans la transparence, il y a une confiance solide qui s'installe, peu importe ce qu'on traverse. Et moi, comme chef, je peux même dire que ça me donne du courage. À chaque fois que j'ai un moment d'incertitude où je suis déstabilisée, bon, c'est sûr que là, j'ai moins envie d'aller m'asseoir avec la gang parce qu'on fait des dîners collectifs chez Fraco, puis à chaque fois, je suis comme, je ne sais pas quoi aller leur dire. Et quand je le fais, je remonte, puis je suis plus solide. Ça m'aide. C'est dans les deux sens. Eux, ils m'aident et moi, je les aide. Puis, en fait, si je peux compléter, la flexibilité. Les gens, ils vivent beaucoup de pression dans leur quotidien pour X, Y raison depuis quelques années. Fait que je trouve que d'être flexible et d'accepter différentes situations, de s'organiser autour de, je veux dire, on a une entreprise à gérer, mais en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour donner de la flexibilité aux gens auxquels on ne pense pas toujours, qui fait la différence. Fait que des horaires de travail flexibles, on a souvent des enfants qui sont ici parce qu'ils ne peuvent pas être à la garderie ou à l'école. C'est ça. Le vivre ensemble, que les gens puissent réorganiser leur horaire de travail, puis de sentir que, dans le fond, comme entreprise, on est derrière eux aussi pour ce qu'ils vivent. Merci. Est-ce que quelqu'un voulait ajouter quelque chose? Ça va? Merveilleux. J'ai envie avant de passer à ma petite dernière question quiz, de mettre les gens encore en action dans le chat parce que c'est très, très hot les réponses qui sont là. Puis ça va vite. Je n'ai pas le temps de tout lire, mais j'ai hâte après le webinaire de pouvoir lire tout ça. J'aimerais ça vous demander de nous partager comme chef d'entreprise, vous, comment vous faites pour communiquer? On a parlé beaucoup du sens à travers votre mission d'entreprise, à quoi vous contribuez, puis à quoi surtout vos équipes contribuent dans leur fonction. Fait que ce serait le fun que vous puissiez nous partager si vous en avez envie dans le chat. On adore vous lire, alors n'hésitez pas. C'est ça le B, dans le fond, c'est le partage, c'est de mettre toutes ces idées-là ensemble, d'ouvrir des enveloppes, de s'inspirer, puis après de ramener ça chez soi, puis de l'adapter dans nos réalités d'entrepreneurs. Pour mon dernier petit tour de table, je l'ai dit un petit peu au début quand j'ai parlé de l'école, les entrepreneurs qui viennent, nos entrepreneurs-entraîneurs qui viennent à l'école le viennent bénévolement pour partager en se disant, si je peux éviter peut-être à d'autres chefs d'entreprise une erreur que j'ai faite moi dans mon parcours d'entrepreneur, crime, j'aurais contribué. C'est avec ce désir-là qu'ils viennent à l'école pour redonner au suivant. Fait que j'ai envie de vous entendre. Est-ce que vous avez eu du plaisir aujourd'hui? Puis
pourquoi vous avez accepté l'invitation aujourd'hui à ce panel-là de discussion? Pourquoi ça vous a interpellé? Puis pourquoi vous aviez envie de partager votre expérience? J'aimerais ça vous entendre un petit peu, tout le monde. Je peux commencer. J'ai été. Merci en fait pour l'invitation, mais je voulais partager un peu mon expérience, le peu que je pouvais dire. Mais je voulais surtout dire aussi ce qu'on fait là avec l'EEB en ce moment. L'EEB est une école incroyable. On a fait des apprentissages d'une très grande importance, d'apprendre à se découvrir comme leader, qui on est comme leader, d'être capable d'aller à l'intérieur de nous pour vraiment connecter le cœur et la tête. Je sais que j'en parle depuis le début de tantôt, mais c'est le corps, c'est le corps, c'est le corps. Fait que je voulais venir expliquer ce point-là, puis à l'EEB, ça a été de très grands apprentissages à ce niveau-là pour moi. Merci. Albert? Ben, moi, c'est ça que je t'ai invité à l'EEB. Albert, on ne l'a pas dit, mais tu es un entrepreneur-entraîneur à l'école. D'ailleurs, tu étais sur notre magnifique magazine 10e anniversaire. Si vous ne l'avez pas entre les mains, allez voir sur le site. Albert en est sur la couverture. Magnifique. Ben, moi, c'est plus de m'impliquer pour redonner. Tu sais, dans la mission de bâtir un monde meilleur, ben, c'est de s'impliquer. Puis l'EEB, je trouve que les cohortes que je me suis impliqué, puis ma conjointe Florence qui est aux communications chez Miego, puis les gens au développement de l'équipe chez Miego se sont impliqués aussi. Ça a toujours été bénéfique de redonner. Je pense que c'est en tant que collectivité, il faut qu'on le fasse plus. Puis c'est un sujet que j'aime beaucoup parce que le côté tant RH et humain, proximité, bâtir la proximité, bâtir la fierté, ben c'est pas mal dans les sujets que je parle à l'EEB. C'est ça. J'aime bien ça, parler de ça. Caroline? Pour apprendre, j'ai appris ça à l'EEB. Moi, j'étais dans la cohorte 2013-2015. Fait que c'est quand on est en groupe, en équipe, puis qu'on partage nos connaissances, nos savoirs. Fait que je suis venue autant pour apprendre des autres que pour partager. Et puis c'est comme ça qu'on évolue. Là. C'est puis ça j'ai appris. Merci beaucoup à tous. Samuel? Ben, moi, j'étais de la cohorte 13 avec Julie. Puis, il y a deux éléments. Là. On a tellement reçu, parce que j'ai tellement reçu de l'école que je me suis dit que si c'était le peu que je pouvais faire pour redonner un temps soit peu, ben, ça serait juste normal. Puis, l'autre élément qu'on apprend à l'école, c'est d'aller de prendre plaisir à sortir de sa zone de confort et d'aller explorer ces zones-là. Puis le chemin facile, le chemin confortable, c'était de décliner l'équitation puis de dire je vais la regarder sur mon heure de lunch puis je verrai ce que les autres ont à dire. Puis la zone plus inconfortable, c'est de se dire hey, je vais aller voir qu'est-ce que je serais capable d'apporter puis qu'est-ce que je dirais là-dedans puis comment ça se passerait pour moi puis qu'est-ce que j'apprendrais. Puis c'est le chemin que j'ai choisi parce que c'est un peu ce que l'école m'a appris à faire. Fait que c'est les deux éléments qui m'ont amené à participer. Merci. Mesdames Rainville, avant, parce que je vois des gens quittent, puis j'aimerais ça parler du projet que vous allez, qu'on va vous envoyer, en fait, parce qu'aujourd'hui, on a nommé beaucoup d'idées. Je l'ai dit, on a ouvert des enveloppes, ça vous a inspiré. Puis peut-être que dans le fond, vous avez réalisé que on dit le défi de la main-d'œuvre, mais peut-être que votre défi est ailleurs. C'est peut-être que votre vision n'est pas claire. Peut-être que vos valeurs ne sont pas bien véhiculées. On a parlé de plein de choses aujourd'hui. Alors, vous allez recevoir dans vos courriels sous peu une invitation pour notre défi 7 jours pour créer votre plan d'action, identifier votre enjeu, en fait, créer votre plan d'action, puis accompagné d'un coach de l'école, mettre en place vraiment des actions concrètes, puis vraiment bâtir votre réflexion, évidemment, pour remédier à cet enjeu-là, puis à trouver des solutions. Fait que dans l'esprit, comme on le fait aujourd'hui, de partage et d'échange, c'est comme ça c'est ce que vous allez vivre un petit peu à travers ce défi-là. Alors, vous allez recevoir ça dans vos courriels. Puis, on vous offre une pré-inscription avant vendredi. Alors, tous les détails à venir. Julie et Emmanuel, pour le petit mot de la fin, pourquoi c'est important pour vous de venir partager votre expérience? Entre autres parce que, en fait, la main-d'œuvre, nos employés, nos équipes, je pense que c'est vraiment ce qu'on a de plus important. Puis on aime ça en parler, puis on aime ça le partager parce que ça nous tient à cœur. Ça fait partie de notre ADN d'entreprise. Puis, la communauté de l'EEB, ça a été une opportunité extraordinaire aussi d'échanger quand j'ai fait la C13
sur tous ces aspects-là. Puis ça fait toujours du bien de se reconnecter en lien. Puis c'est comme l'intelligence collective, c'est tellement un bagage qui est riche en gang. Fait que c'était une belle opportunité de revoir des gens qu'on a croisés dans notre parcours, puis d'en revoir d'autres. Tu sais, je voyais les chats, je me disais, ah, OK, cette personne-là, je ne la connais pas. Ah, ça, c'est une opportunité. On pourrait connecter avec Caroline sur l'immigration. Comment elle fait pour ça? Tu sais, c'est riche, c'est très, très riche. Merci beaucoup. Communauté d'entraide très forte, la gang de l'alumni de l'EEB. Fait qu'écoutez, sincèrement, merci. On aurait pu parler encore une autre heure, avancer des idées, à parler de vos réalités. C'est super inspirant. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis je vois dans le chat que les merci fusionnent. Vraiment, je pense que ça a été fort apprécié. Alors, je vous dis à la prochaine. J'ai hâte de vous revoir. Puis on se redonne peut-être rendez-vous pour un prochain webinaire sur une autre thématique, qui sait. Merci tout le monde. Merci à vous. Plaisir. Bye bye. Bye tout le monde.